Voilà, bienvenue à tous à cette conférence sur les origines du néo-calvinisme en France. Je salue tous ceux qui suivent cette conférence à distance sur Zoom. J'ai vu quelques visages familiers, Janine, Jean-Claude. Donc on vous salue tous. Et je signale qu'à l'issue de la conférence, il y aura un temps de discussion. Donc commencez à noter peut-être les questions que vous aurez pour ce temps de discussion. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, je vais juste dire quelques mots de présentation concernant notre conférencier, Marie-Lise Jean, qui a étudié ici à la faculté Jean Calvin en 2005. Il était resté une année à la faculté, et donc les liens ont été maintenus depuis lors avec la faculté. Et actuellement, Marie-Lise est en même temps pasteur d'une église réformée aux Pays-Bas à 60%, si j'ai bien retenu, et il utilise le reste de son temps comme professeur à la faculté de théologie de Kampen, la même que, quoique Kampen-Utrecht, puisque la faculté est en train de déménager à Utrecht. Et on a profité donc d'une visite de Marinus à Aix-en-Provence pour venir fouiller dans notre fonds d'archives sur Auguste Neustadt pour avoir saisi l'occasion pour cette conférence donc sur les origines néo-calvinistes de la faculté Jean Calvin. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner cette conférence et je te cède tout de suite la parole. Si. Merci de me donner l'occasion de vous parler un petit peu de recherche. Aussi, bienvenue à tous ceux qui suivent à distance. Donc, oui, je suis, donc peut-être un petit mot pour la raison pour laquelle je suis. Je fais des recherches dans les archives d'Auguste Lesserre, qui sont ici à Aix. Donc, je vais expliquer pourquoi et qui c'est. Mais c'est un peu la raison que je suis là et je vous remercie pour l'occasion de parler un peu de ça. Donc, les origines néo-calvinistes de la faculté Jean Calvin. Je vais commencer par expliquer ce que je ne vais pas dire sur les origines de la faculté. Mon expertise n'est pas sur l'histoire de la faculté. Ce que je vais dire sur les origines de la faculté est limité par deux personnes qui ont joué un rôle important depuis le début. Pierre Courtial et Pierre-Charles Marcel. Pierre Courtial était un pasteur dans les ERF à Lyon et à Paris et il devient le premier doyen et professeur d'apologétique et théologie pratique dans cette institution. Pierre Marcel était également pasteur dans l'ERF près de Paris. Il était étroitement lié à la faculté et aussi éditeur de la revue Réformée pour des dizaines d'années. Je pense qu'il a aussi donné des cours ici, pas mal. Ces deux Pierres avaient en commun qu'ils faisaient leurs études à Paris sous le professeur Auguste de Serpes. Et c'est de M. de Serpes que j'aimerais vous parler aujourd'hui. De Serpes étant un des pères spirituels de la faculté Jean Calvin. Mais d'abord, quelque chose sur le néo-calvinisme et pourquoi cela vous intéresserait. Le néo-calvinisme est un mouvement de renouveau théologique et ecclésial aux Pays-Bas à la fin du XIXe siècle. Les deux théologiens qui sont à l'origine de ce mouvement sont Herman Bavinck et Abraham Kuyper. Bavinck était professeur de dogmatique à Kampen, maintenant Utrecht, et plus tard à l'Université libre à Amsterdam. Abraham Kuyper, il était beaucoup de choses. Il était pasteur, député, professeur de théologie, journaliste et même premier ministre des Pays-Bas. La biographie, notamment de Kuyper, montre bien ce que était la contribution de ce mouvement. C'était d'abord un renouveau calviniste. Sur le plan théologique, il préconisait un retour à la foi orthodoxe des pères réformateurs, notamment Calvin. C'était une réaction contre le mouvement libéral moderne du XIXe siècle, qui voulait dépasser l'orthodoxie en niant beaucoup de ses vérités centrales comme la prédestination et l'autorité de la Sainte Écriture. Donc, un mouvement de renouveau calviniste.
Mais en même temps, ils étaient néo-calvinistes. Ils voulaient non pas reprendre des choses anciennes, c'était reculer pour mieux sauter. La société moderne posait pas mal de défis pour l'Église et la théologie. Le rapport entre l'État et l'Église était profondément reconsidéré par les néo-calvinistes. Mais aussi l'apologétique devenait important comme méthode de théologie. Peut-être la doctrine la plus connue du néo-calvinisme est la grâce commune. Ça veut dire, très brièvement, que la grâce de Dieu ne se limite pas sur la grâce particulière qui sauve, mais que la grâce commune de Dieu abondante partout dans le monde, aussi parmi ceux qui ne croient pas en Christ. Et cela offre des possibilités pour l'apologétique, mais aussi pour l'engagement culturel, politique et social. Ça aussi est un point fort de cette tradition. Les néo-calvinistes ont développé une théorie politique, mais aussi une théorie de l'académie, des sciences, tout ça du point de vue réformé chrétien. Au cœur du projet néo-calviniste est la profonde conviction que la grâce de Dieu restaure la nature, que la grâce de Dieu restaure la nature, qu'il y a un rapport profond entre création et rédemption, que le Christ est venu pour restaurer l'œuvre créateur de Dieu, le Père. Et cela implique que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de spirituel, mais tout aussi matériel, créationnel. Le néo-calvinisme est un essai d'être chrétien dans un monde sécularisé, pluraliste, sans devenir déchiré, dualiste. Mais après Kuyper et Bavinck, cette tradition continuait, surtout dans l'Université libre à Amsterdam, fondée par Kuyper lui-même et qui fleurit dans l'entre-deux-guerres. Dans la philosophie, par exemple, de Hermann Dooyeweerd, il a développé la pensée de Kuyper énormément. Et c'est chez Dooyeweerd que Pierre Pascal et Pierre Marcel ont fait leurs études à Amsterdam. Aujourd'hui, cette pensée néo-calviniste connaît un renouveau international sans précédent. Déjà à leur époque, surtout Kuyper et les néo-calvinistes avaient un réseau international modeste, dont on va parler davantage tout à l'heure. Maintenant, beaucoup de leurs ouvrages sont traduits en anglais et en beaucoup d'autres langues. Chinois, coréen, espagnol, russe et oui, aussi en français. Surtout la dogmatique réformée de Herman Bavinck et les œuvres en théologie publique d'Abraham Kuyper sont devenus influenceurs. Il y a une nouvelle thèse de doctorat sur Kuyper ou Bavinck chaque année, ce jour. Cette tradition néo-calviniste, qui aujourd'hui inspire beaucoup de chrétiens dans le monde, fait donc partie des origines de la faculté Jean Calvin. C'est ça la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin. Et bien sûr, je pense que cette tradition riche devrait également faire partie du présent. Parlons maintenant de M. Auguste de Serres, éminent calviniste français du XXe siècle. Si vous le connaissez, vous pensez peut-être que de Serres était bien un calviniste et non pas un néo-calviniste. Permettez-vous d'expliquer ça. J'ai pris deux photos des archives, sans demander à Eric si je peux voir. Ça, c'est une photo quand il était pasteur, avec barbe, plus ou moins 1900. Et ça, c'était quand il était professeur à Paris, à peu près 1930. Auguste de Serres, né à Londres en 1872, était ni calviniste, ni même croyant quand il fut né. Il fut né des parents athées, exceptionnels à cette époque. Par lecture individuelle de l'apôtre Paul et puis l'institution de Calvin, en bon ordre, il était converti et baptisé dans une église réformée en France. Après, il faisait des études de théologie à Paris et finit en 1895. Il écrit une thèse sur Calvin. Après, il devient pasteur et, en 1914, aumônier dans l'armée pendant la guerre. Faisant partie du 20e armée, il était stationné à Flandre pendant 5 mois, où il a probablement, pas sûr, appris un peu de néerlandais, qui est important pour ce qui va venir après. Après la guerre, il repart pour Paris. Il repart pour Paris, où il a probablement, pas sûr, appris un peu de néerlandais, qui est important pour ce qui va venir après. Après la guerre, il repart pour Paris. Il repart pour Paris, où il a probablement, pas sûr, appris un peu de néerlandais, qui est important pour ce qui va venir après. Après la guerre, il repart pour Paris. Il repart pour Paris, où il a probablement, pas sûr, appris un peu de néerlandais, qui est important pour ce qui va venir après. Après la guerre, il repart pour Paris.
et il décide de suivre son autre vocation de la recherche et de l'enseignement. Et pendant qu'il travaille sur son doctorat, il travaille d'abord comme aumônier et puis à la Société biblique. En 1922, il devient chargé de cours à la Faculté libre de théologie protestante à Paris. Pas en dogmatique, mais d'abord en grec et anglais. Il était bilingue. En même temps, il commence à donner des cours en théologie réformée, qui attire de plus en plus des étudiants. En 1936, il est chargé d'enseigner la dogmatique et après le soutien de son thèse de doctorat en 1938, il devient professeur de dogmatique titulaire à la Faculté de théologie protestante. Il reste là jusqu'à sa mort en 1943. C'est ça très brièvement la vie d'Auguste Le Cerf. Est-ce qu'on peut considérer Le Cerf comme néo-calviniste? Dans la littérature secondaire, l'image est un peu ambiguë. Dans l'issue de la Revue réformée en 1994, à la cinquantenaire de sa mort, on cherche enfin sur des références à l'influence de Bavinck et Kuyper sur sa pensée. Ni dans les articles sur sa théologie, ni dans les écrits par les contemporains, lors de son décès, on trouve une référence. Ces contemporains parlent plutôt de l'influence de Le Cerf sur l'étranger, notamment aux Pays-Bas. Vous avez bien noté qu'il y allait souvent. La thèse de maîtrise présentée par Thomas Reid, ici à Aix-en-Provence, en 1979, avait bien noté que Le Cerf, lui-même, dans son œuvre majeure, d'introduction à la dogmatique réformée, fait la plus souvent référence, après Calvin, à Herman Bavinck. Dans les notes d'introduction dans cet ouvrage, Le Cerf lui-même souligne que Bavinck et Kuyper sont parmi les plus grandes influences sur son œuvre. Et quand Le Cerf évoque les théologiens qui l'ont influencé, 2/3 des noms évoqués sont des théologiens et des philosophes néerlandais néo-calvinistes. Reid, dans sa thèse de maîtrise, conclut que 2 idées, la grâce commune et World and Life View, ont été des influences de la pensée hollandaise à l'œuvre de Le Cerf. Il me semble que ça pourrait très bien être un peu plus que cela. De notre côté, en dehors du cercle de disciples de Le Cerf, la désignation néo-calviniste est utilisée avec beaucoup plus de facilité. André Ancrevet, par exemple, historien du protestantisme à la Sorbonne, résume son lemme sur Le Cerf dans un dictionnaire des protestants avec les mots « pasteur réformé, professeur de théologie, principale figure du mouvement néo-calviniste ». Mais qu'est-ce qu'il veut dire avec ce mot? Il ne fait aucune référence à Kuyper ou Bavinck dans son lemme. Pareil pour Bernard Raymond, à l'époque historien à la faculté de théologie de Montpellier, dans son livre sur le barthianisme en France. Lui aussi, il utilise la désignation néo-calviniste pour Le Cerf et son école, partout, sans préciser et sans aucune référence à la tradition néerlandaise. Pareil pour Roger Mel, de la faculté de théologie de Strasbourg. Je vais vous présenter quelques résultats de mes recherches sur l'influence du néo-calvinisme néerlandais sur Auguste Le Cerf. C'est une recherche en cours, donc je présente les résultats avec une certaine réservation et je suis ouvert à vos suggestions et critiques. Voyons d'abord une perspective historique et après une perspective théologique. Après, je conclue. D'abord, l'histoire. La première référence de Le Cerf dans la presse néo-calviniste aux Pays-Bas est en 1925. Herman Kuyper, professeur à l'Université libre d'Amsterdam, fils d'Abraham Kuyper, décrit une rencontre entre les professeurs de l'Université libre et Auguste Le Cerf. Le Cerf les avait confiés que des étudiants à la faculté de Paris lui avaient parlé des calvinistes aux Pays-Bas, dont il ignorait l'existence jusqu'à ce point. Et le voilà, à Amsterdam. Herman Kuyper continue son article de parler d'un renouveau calviniste en France qui devrait nous remplir de joie et d'espoir. Malheureusement, peu de lettres d'Auguste Le Cerf ont été préservées. Une exception est une lettre qu'il adresse à Frederik Grosheid, professeur du Nouveau Testament à l'Université libre.
Il semble être daté à 1928, mais vu le contenu, date probablement de juste après cette première rencontre en 1925. Le cerf écrit « La réception que m'a faite la faculté et l'aide morale qu'elle m'a apportée sont pour moi des encouragements précieux. Je sors de la solitude enfin. » Les néo-calvinistes néerlandais adoraient cette histoire de cerf. Calviniste solitaire, perdu, qui trouvait refuge dans la forteresse néo-calviniste aux Pays-Bas. Il lui envoie immédiatement des ouvrages de Bavinck et Kuyper. En 1928, la fille d'Abraham Kuyper, Johanna, raconte sa visite à Paris avec sa sœur où elle rencontre le cerf. Elle raconte dans le journal de Standard que le cerf a lu tous ses livres de Bavinck et de Kuyper. Elle écrit « Devant ces jeux admirateurs surgit la Hollande calviniste, où le combat que lui, il vient de commencer, était déjà accompli. Lui qui se sentait longtemps le seul calviniste dans le monde. Et plus loin, quel charme d'attendre Calvin être défendu dans la belle langue française, la langue de Calvin même. » Les lecteurs du Standard en tiraient une conclusion inattendue. Un mois plus tard, Johanna revient sur le cerf et elle interdit les lecteurs de continuer de demander des adresses de vacances en France. À Monsieur le cerf, l'amour des Néerlandais pour la France comme pays de vacances a une longue histoire. C'est donc dans les années 20 que le cerf probablement commence à lire les ouvrages de Bavinck et Kuyper. Je note que c'est en même temps qu'il commence à donner des cours sur la doctrine réformée à Paris, et c'est aussi le moment où le cerf commence à publier, après plus de 20 ans. Donc 20 ans, presque pas de publication, et ça commence mi-année 20. Sa découverte du néo-calvinisme coïncide avec son début de professeur et d'auteur. Je ne dis pas cause, je dis coïncide. Les années qui suivent, les contacts et les références dans la presse néerlandaise sont abondantes et les liens avec l'université libre sont forts. Il vient faire des conférences à plusieurs reprises aux Pays-Bas, il a des visites des profs néerlandais à Paris et la presse néo-calviniste continue de publier sur les activités de la CERF en France et aux Pays-Bas. Et ce n'était pas que des mots. Au moins 2 fois, il y a eu un soutien financier pour le CERF, dont une fois un montant substantiel de 11 000 francs, équivalent de 16 000 € aujourd'hui. Quand les Néerlandais commençaient à organiser une association calviniste internationale, le CERF en faisait naturellement partie. Dans la correspondance avec Victor Rutgers, un autre professeur à l'Université libre, il commençait les lettres avec « Cher ami ». Le CERF fera partie du comité d'auteur du périodique de politique néo-calviniste important Anti-révolutionnaire Staatkunde. Le climax de ces relations était peut-être le moment où Herman Kuyper et Victor Rutgers professeurs dans l'Université libre, reçoivent un doctorat honoris causa de la faculté de théologie à Paris. C'était en 1935. Le Standard, journal néo-calviniste, en fait reportage. Le journaliste ne peut supprimer qu'il est un peu déçu. Cherche en vain l'institution de Calvin dans les librairies de Paris. Et il n'y a que 100 personnes qui attendent cette cérémonie. Pour lui, le journaliste, ça confirmait encore que l'étendard de Calvin n'est plus à Paris, mais à Amsterdam. C'est comme exprimé par Hendrik Colijn, politicien néo-calviniste éminent, quelques ans avant, le calvinisme en France est encore faible. Cette position qu'avait le CERF parmi les néo-calvinistes néerlandais n'était pas évidente, parce qu'ils étaient des puristes. Pour eux, c'était évident que Bavinck et Kuyper étaient les vrais issus de Calvin. Et eux, ils étaient le point de référence ultime. Une association d'anglais calvinistes, par exemple, le Sovereign Grace Union, entrait en contact avec Colijn. Dans un entretien, après cette rencontre, il confie sur eux qu'ils n'ont rien compris des conséquences politiques du calvinisme. Aussi, Émile Doumergue,
grand connaisseur de Calvin français avant le Cerf, était regardé avec un certain soupçon. Et quand Rutgers considéra inviter Jean de la Saussure, calviniste suisse, il conseille d'abord son collègue théologien Grosscheid pour demander s'il était barthien ou bon calviniste hollandais. La pureté néo-calviniste de Cerf n'est jamais en question. Il faisait partie de la bande. C'est pour cela que le Cerf était la parfaite figure pour souligner comment les néo-calvinistes néerlandais se voyaient eux-mêmes, le centre mondial d'un renouveau calviniste. C'est comme ça qu'ils célébraient le Cerf. Exemple du rayonnement du calvinisme néerlandais dans le monde entier. Et le Cerf jouait ce rôle parfaitement. Dans une lettre à Grosscheid en 1938, il conseille de traduire les ouvrages hollandais en français. Le calvinisme de Abraham Kuyper, tout d'abord. Le dogmatique de Bavinck, 4 volumes, lui paraît trop cher, mais il espère qu'il a écrit des livres à la fois courts et importants. Ça a pris encore 100 ans avant que ça ne soit réalisé. Mais en réalité, cet rayonnement international n'était pas vraiment aussi grand comme les professeurs de l'Université libre ne l'auraient voulu. Il y avait Géno Sébastien en Hongrie, qui recevait un doctorat honoraire à l'Université libre en 1930, mais autrement, il n'y avait pas grand-chose dans cette période. Bref, c'était une relation qui bénéficiait les deux côtés. Pour le Cerf, c'était une inspiration théologique sans pareil. C'était un réseau de soutien et d'amitié. Fini la solitude, comme il exprimait en 1925. Son réseau fortifiait aussi sa position à la faculté à Paris. Comme il écrit à Grosscheid en 1938, « C'est toujours avec plaisir que je vois des calvinistes hollandais paraître à la faculté de Paris. Comme ils sont très bon teint, mes chers collègues ne peuvent plus faire courir le bruit qu'il faut être un esprit singulier et paradoxal pour enseigner l'inspiration intégrale de Sainte Écriture et la prédestination. » Ça aidait sa position. Le Cerf était une inspiration pour les néo-calvinistes néerlandais et une confirmation de la valeur internationale de leur tradition. Le néo-calvinisme était également de grande importance pour le Cerf. Finissons cette petite revue historique par conclure que le Cerf était étroitement lié au néo-calvinisme néerlandais de l'entre-deux-guerres, qu'il faisait partie de la bande, comme peu d'étrangers ne le faisaient. Que pour le Cerf, après Calvin lui-même, le néo-calvinisme néerlandais était la plus grande inspiration terrestre. Mais est-ce que son œuvre est aussi marquée par cette influence? Est-ce qu'il est effectivement néo-calviniste dans sa pensée? Donc après une petite revue historique maintenant, voyons un peu la théologie. Répondre à cette question valait une thèse de doctorat. Je ne vais que pouvoir indiquer quelques petits traits. J'en ai 4. Tout d'abord, la grâce commune. Le Cerf parle souvent de la grâce commune. Grâce de Dieu générale, pas salvatrice, qui accorde des biens partout dans le monde. Il en parle comme si ça venait directement de Calvin. Il évoque sans expliquer, sans faire référence au néo-calvinisme néerlandais. Même pas dans un article qui est titré « La grâce commune », il n'y a aucun mot sur Bavinck et Kuyper. Tandis que cette idée, bien que racinée dans la pensée de Calvin, a été développée par Kuyper et Bavinck comme notion autonome, comme doctrine. Pour le Cerf, c'était comme si c'était calviniste normal. 2. Apologétique. Dans son grand œuvre, l'introduction à la doctrine réformée, le Cerf utilise une méthode apologétique qui cherche à dévoiler les présuppositions de ceux qui ne croient pas. Ça nous fait peut-être penser à Vantel. Mais derrière Vantel et le Cerf, il y a Bavinck qui a inspiré les deux. Aussi la façon dont la révélation de Dieu est le point tournant de tout dogmatique et apologétique, mais que cette révélation divine correspond à quelque chose dans chaque être humain, c'est Bavinck. Que la foi est l'organe qui reçoit la révélation intellectuellement, mais aussi intuitivement, c'est Bavinck.
que la foi est comme ainsi le principe interne de la théologie et l'écriture le principe externe, aussi avec. Grâce commune, apologétique, 3, tous les domaines de la vie. Et le Cerf écrivait plusieurs articles sur des domaines non théologiques, comme le capitalisme, les sciences naturelles, la philosophie et l'État. Déjà le fait qu'il adressait ce sujet témoigne d'un élan néo-calviniste, comme je l'avais décrit au début. Mais aussi dans le contenu, il suit Kuyper et Bavinck de tout près. Je pense que c'est ici qu'il les suit peut-être un peu trop près. Prenons comme exemple son article issu d'une conférence à Paris en 1934, publié dans une collection de ses ouvrages, Études calvinistes. C'est un article issu d'une conférence à Paris en 1934 sur le rapport entre l'Église et l'État. Dans cet article, son propos est néo-calviniste à fond, sans lui faire référence à Kuyper une seule fois. Le calvinisme n'est pas reproduire Calvin, mais réfléchir à la base de ses principes. Le Cerf commence. L'autorité de Dieu applique sur tous les domaines de la vie. La relation entre État et Église dans le calvinisme est déterminée par le péché, la grâce commune et la souveraineté de Dieu. C'est comme si on entend Kuyper lui-même. La vie humaine est organisée organiquement dans des sphères distinctes. C'est l'idée de la souveraineté des sphères, l'idée de Kuyper. L'État n'est pas naturel, mais une mesure après la chute. L'État est appelé à obéir les lois de Dieu sans forcer les consciences des citoyens. Et comme Kuyper, il se distance de Calvin sur l'utilisation de la violence envers les hérétiques. Ce qui m'étonne que dans cet article, on ne trouve rien sur ces vues royalistes. Le Cerf était un royaliste assez extrême. Il y avait une association sunnite, je crois, où il faisait partie. Il n'en parle pas du tout dans cet article. Ce qui m'étonne aussi qu'il n'adresse pas la situation de la laïcité. Kuyper avait critiqué les églises réformées en France en 1905 dans la presse française. Le Cerf n'en parlait pas du tout. Comment appliquer la pensée de Kuyper dans une situation de laïcité dans la France après 1905? Aucun mot. Grâce commune, apologétique, tous les domaines de la vie, et finalement, Karl Barth. En 1927, le nom de Karl Barth, théologien réformé suisse, est entendu partout parmi les théologiens protestants, aussi en France. En cette année, la revue de théologie et de philosophie demande à Le Cerf de répondre à un résumé de la pensée de Karl Barth publié par le pasteur alsacien Max Strauch en 1925. Après sa mort, Le Cerf a été critiqué pour ne pas avoir écrit sur la théologie de Karl Barth et de ne pas avoir assez clair dans sa critique. Cette petite pièce, 3 pages, est d'une clarté exceptionnelle. Ça montre aussi de nouveau sa position néo-calviniste. À un certain moment, il pose la question rhétorique: la théologie calviniste contemporaine de Abraham Kuyper, Herman Bavinck et Benjamin Warfield a-t-elle besoin du correctif de Barth? Plus il critique les Suisses en disant, je cite encore, il a méconnu ou oublié la belle doctrine de Calvin sur la grâce commune, qui réduit la corruption totale à n'être qu'extensive et non intensive. C'est ce point de vue qui permettait à l'austère réformateur de rendre justice à la culture, à la philosophie, aux arts dans le monde païen. C'est lui encore qui empêche le calvinisme contemporain de s'enfermer dans un ascétisme morose, sans action sur le monde, et qui fait de l'Église de Calvin une Église et non une secte fermée à tout intérêt humain. Fin de citation. Le plus grand problème de Barth, dit Le Cerf, il n'est pas suffisamment néo-calviniste. Bon, je vais m'arrêter ici. J'ai donné quelques exemples qui montrent que non pas seulement d'un point de vue historique,
de Cerf était parmi les néo-calvinistes, mais aussi du point de vue théologique. Tout cela n'est pas pour dire que le Cerf ne fait rien que reproduire les néo-calvinistes néerlandais. Cela ne faisait pas justice à son œuvre. Sur l'ecclésiologie, par exemple, le Cerf fait clairement d'autres choix que Kuyper et Bavinck. Mais ça, c'est pour un autre moment. Et pour vraiment substantialiser ma thèse, il faut beaucoup plus de travail. Bon, c'est temps de finir. Je trouve qu'il y a ample raison d'appeler Auguste Cerf un néo-calviniste français. Cela implique que la faculté Jean Calvin a bien des origines néo-calvinistes. Vu le réveil actuel international de cette tradition, cela donne une occasion de faire partie de ce renouveau. C'est une tradition riche qui aide à être chrétien dans un monde sécularisé et pluraliste, sans se retirer dans un enclos. Une tradition qui aide à être à la fois enracinée dans la tradition catholique de l'Église et dans les Écritures, et en même temps être consciemment moderne. Vous avez ici les archives de Cerf. Vous êtes les héritiers de sa pensée. Vous avez un lien direct historique. Je n'ai vu aucun portrait de Cerf. Je n'ai pas vu son nom sur un des bâtiments. Peut-être il est temps de changer cela. Merci. Merci beaucoup, Marinus. Éclairage historique et théologique sur nos origines. Donc, je pourrais vous faire maintenant un temps de discussion. Voilà, si vous êtes sur place ou à distance, là, vous avez des questions en réaction à ce que vous voulez entendre, c'est le moment de faire. Bien poser une première question, mais qui est plus histoire d'avoir une première question. Dans cet appel à donner un nom, le nom d'Auguste Le Cerf à un des bâtiments de la faculté, sachant qu'il n'y a qu'un seul bâtiment de la faculté, est-ce que ça risque pas de poser le problème que la faculté Jean Calvin est comme unique bâtiment, pas Jean Calvin? Et donc, que pensez-vous de l'idée de donner juste le nom d'Auguste Le Cerf à une salle de cours? Salle de cours, c'est une bonne idée. Peut-être la chaire, je pense que vous avez des chairs ici. Oui, c'est vrai. Peut-être la chaire de Pierre Sauvin, je ne sais pas. Oui, les discussions. Ouais. Ou quelque chose, oui. Merci pour votre exposé. Ma question est un peu en dehors de tout ce que vous avez dit, mais c'est dans la prolongation de ce que vous avez dit. Connaissez-vous l'histoire et pouvez-vous dire quelques mots sur la suite directe de la mort de Le Cerf et ce que vous avez un peu exposé dans votre introduction, à savoir Pierre Courtial et Pierre-Charles Marcel, leur rôle dans la fondation de la première faculté libre de théologie réformée, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais bref, pouvez-vous faire un petit pont historique vers la première fac des années 40 et 50? Oui, je peux essayer ça. Il n'y a pas besoin de répéter la question? Les gens vont... J'ai essayé de parler fort, mais Les gens normalement. Ok, d'accord. Ben, je ne suis pas expert là-dessus, mais je peux en dire quelques mots. Donc, après la mort de Le Cerf à Paris, ça a très vite arrêté, en fait. Il était... je pense qu'après lui, son successeur, c'était Pierre Maury, ce qui était un Barthien. Donc, très vite, après sa mort, tout est devenu Barthien là-bas. Et tous ces mouvements néo-calvinistes autour de Le Cerf, ça s'est éteint, plus ou moins. Donc, deux de ses étudiants, Pierre Marcel et Pierre Courtial, ils étaient envoyés à Amsterdam par Le Cerf pour faire des études chez Doivert, ce qui montre aussi le lien fort, encore une fois. Ces deux ont un lien direct avec la faculté libre. C'est la deuxième faculté ici. Ce n'est pas la première faculté en années 50, mais en années 70. Et je sais que Courtial était parmi les premiers qui ont fondé avec d'autres la faculté. Et puis Marcel, il avait un lien
pas direct, mais officieusement, il y avait beaucoup de liens. Parce qu'il y avait la revue réformée, la revue réformée était d'abord, je pense que le bulletin du Société calviniste, si je ne me trompe pas. Donc la revue réformée aussi, ça a des origines dans Auguste Serre, qui était le fondateur du bulletin de la Société calviniste de France. Et je pense qu'entre Marcel et Paul West, par exemple, il y a des liens très forts. Entre Marcel et Courtial, il y avait des liens forts. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est donné. Okay. Donc, ça signifie, si je vous comprends bien, enfin, vous parlez essentiellement de la seconde fac, celle qui a recommencé dans les années 1970. Oui. Mais qu'en est-il de la première, des années 40 ou 50? C'est pas le même. Là, je pourrais. D'accord. Il y a une seule chose que je sais, parce que la semaine passée, j'étais aux archives à Amsterdam, Ouais. les archives des professeurs de la faculté, et là, j'ai trouvé une photo de Grosheide, qui vient d'un des professeurs, qui visitait la faculté en 1950. Il a des photos de ces bâtiments. La faculté d'Aix. Ici, sur ces bâtiments, voilà. années 50, donc c'est la première faculté. Ouais. Mais ça, c'est la seule connexion que j'ai trouvée. Il n'y a pas de correspondance et je connais aussi pas assez bien si le cercle, par exemple, ou si Courtial ou Marcel est-il lié avec la première faculté. Je ne pourrais pas répondre à cette question. D'accord. Et dernière question historique sur le CERF. En 1938, je crois, il y a eu cette fameuse séparation entre ce qui est devenu l'Église protestante unie aujourd'hui et ce qui est devenu aujourd'hui l'UNEPREF. Avant, je crois que c'était EREI. Et donc, le CERF, là-dedans, il est où? L'histoire ecclésiastique de la France m'échappe toujours un peu, c'est super compliqué, mais je pense qu'il était ERF. ERF, là. EREI, donc UNEPREF. Non, pas EREI, il est Église réformée de France. Donc, il n'est pas Église réformée évangélique et Ah oui, indépendante, okay, pas UNEPREF. Il était RF. D'accord. Oui. Et avant, je pense, donc en 1905, il y avait aussi, je pense que des schismes en France aussi. Et là, il était un peu au milieu, je crois. Donc, il a toujours, et ça a à faire avec son ecclésiologie. Il trouvait l'unité de l'Église très importante, donc il était opposé à trop de séparation. Ouais. Je n'y suis pas entré dedans, donc je ne connais pas les détails, mais c'est un peu comme ça, je pense. Étonnant. Merci. Bon, on a ici la collection de la revue de l'ancienne faculté, de la première faculté. Donc, il serait intéressant de faire des recherches pour voir si le nom d'Auguste Le Cerf apparaît quelque part. Oui, voilà, faut voir. Ouais. Alors, il n'a jamais été prof, hein, ici, est-ce qu'il a été... Est-ce qu'il y a eu des liens malgré tout entre certains des professeurs de la première faculté et puis les néo-calvinistes qui étaient encore dans le RF? Ça serait intéressant à explorer. Ouais. Peut-être des personnes comme Paul Betts ou Pierre Pertou, il en savent davantage que moi, hein. C'est très bien possible. Ouais. Alors, il y a une remarque d'un étudiant à distance qui demande s'il serait possible d'avoir toutes les références pour ceux qui s'intéresseraient à Auguste, de faire des références biographiques. Quelque chose. Ouais, je vais en parler à Yannick, je pense, si on peut peut-être même publier, parce que ces œuvres ne sont pas accessibles du tout. En fait, je pense que ça a été republié une fois, je pense, études calvinistes, pas entièrement sûr, mais bien sûr, je peux partager ça. Ouais. Son introduction. Ça a été republié aussi. Ouais. Il y avait une réimpression limitée, je crois, dans les années 80. Ok, voilà. En fait, Paul West a les deux livrets séparés. Alors que il y avait même trois éditions. Il y avait la toute première en deux livrets. Il y en avait une deuxième en un seul volume relié. Et il y a peut-être une troisième édition en années 80 en dos collé. Ouais. Mais c'est toujours très limité. Je ne crois pas que ce soit trouvable. Donc, c'est hors impression maintenant, je pense. Ouais. Je pense qu'il y avait une autre question là-bas derrière. Ouais. Et Jean-Claude Tienpont qui fait remarquer que dans la revue réformée numéro 34, il y a aussi
Alors, c'était sûr, je sais pas. 34. Sûr, attends, il faut que je vous rajoute. Remarque sur le canon des synthés. Oh, le canon des synthés. Ah oui. Oui, il y a plusieurs de ces articles dans les revues réformées. C'est vrai. Ouais. Merci. Vous là derrière? Oui, merci pour votre intervention. J'avais une question par rapport à l'apologétique d'Auguste Le Serre. Vous avez dit que dans un de ses ouvrages les plus importants, essayer de mettre en évidence les présupposés. Donc, vous avez mentionné Van Til, et il y a un lien très fort entre, j'ai l'impression, la théologie néo-calviniste et l'apologétique présuppositionnaliste pratiquée par Van Til. Mais en même temps, vous avez insisté, ça je ne le savais pas, que les néo-calvinistes insistaient beaucoup sur la doctrine de la grâce commune. Et du coup, je me demandais, est-ce que Le Serre, qui met en place cette doctrine de la grâce commune, est-ce que ça débouche sur son apologétique, par exemple, sur une ouverture sur l'apologétique plus classique avec la théologie naturelle, puisque c'est quelque chose, moi, que je suis en train d'étudier en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort entre la grâce commune, du coup, qui atténue les effets noétiques du péché, et la théologie naturelle et la politique classique. Et je ne comprends pas toujours pourquoi, chez les néo-calvinistes, en tout cas chez une certaine branche du néo-calvinisme, il y a un rejet de la théologie naturelle, tout en affirmant la doctrine de la grâce commune, du coup, qui affaiblit les effets intellectuels et noétiques du péché. Est-ce que Le Serre, vous savez si Le Serre, comment il prend position sur la théologie naturelle et ces questions? J'ai pas lu Le Serre lui-même. J'ai pas pu parler entre lui parler de distinction entre la théologie naturelle et la grâce commune. Je n'ai pas pu affirmer une théologie naturelle et mon soupçon serait qu'il sera dans les liens avec Kuyper et Bavinck. Et ça veut dire qu'il ne va pas parler d'une théologie naturelle, mais il va parler d'une grâce commune. Et Bavinck, par exemple, il parle d'une théologie naturelle, mais il distingue ça. Il dit que Dieu peut-être tu sais déjà ce que je veux dire maintenant, Dieu se révèle, il y a une révélation spéciale et générale. Et la révélation générale de Dieu, pour tous les hommes, c'est quelque chose qui n'est pas cognitif, rationnel, c'est quelque chose du cœur. Donc Dieu se révèle à tous les hommes dans leur cœur, une espèce de, pas vu qu'utilise les mots presque de Schleiermacher, du sentiment de dépendance, quelque chose comme ça. Et de là, les hommes développent des théologies naturelles. Donc, la théologie naturelle, ça ne vient pas de Dieu, c'est quelque chose que les hommes font à base sur Dieu qui se révèle dans leur cœur. Donc, dans l'apologétique, on peut utiliser ça. Mais ces théologies naturelles, hein, c'est affecté par le péché. Donc, ça va pas être, ça peut avoir des choses bonnes parce que c'est basé sur la révélation générale. Mais ça va aussi avoir des choses mauvaises. Donc, l'apologétique doit aller à cette théologie naturelle que tous les hommes fabriquent et en séparer dedans. Ça aide un peu. Peut-être que j'ai dit des choses que tu sais déjà, mais donc s'il a dit quelque chose là-dessus, ça va, je pense, être dans ce sens. Donc Le Serre, selon toi, n'était pas thomiste sur ce point? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais, je ne pourrais pas répondre parce qu'il y a aussi un lien fort entre Le Serre et Étienne Guesson. Ils ont une correspondance aussi. Et ça, c'était les néo-thomistes catholiques romains de cette époque à Paris. Ils étaient amis, plus ou moins. Donc, je ne sais pas, ce serait une question à voir. Mais comment, parce que ça changeait ce que je viens de dire? Non, non, mais c'est une discussion qui a cours en ce moment sur avec Thomas sur cette question-là. Je me demandais si Le Serre avait déjà abordé cette question en rapport avec la théologie naturelle. Ouais. J'ai un ami aux États-Unis qui a lu aussi l'introduction de Le Serre et lui disait que sur certains points, Le Serre suit Thomas d'Aquin et non pas avec les Kuyper. Mais c'est pas moi qui a fait, c'est lui qui a observé ça.
Je ne pense pas qu'il est complètement thomiste. Ben, il est réformé quand même, mais sur certains points, apparemment, il fait ça, mais je ne pourrais pas y entrer dedans. Voilà, peut-être ceux qui sont à distance, si si vous voulez intervenir, vous pouvez, hein, puis d'ouvrir votre micro. Sinon, nous allons aller vers une conclusion. Oui, bonjour. J'avais peut-être une petite question. Quel était finalement l'impact à l'époque du C'est toi qui voulais barthisme? prendre la parole? Si? Jean-Claude? Allez, Jean-Claude, je vois que tu as ouvert ton micro, nous t'écoutons. Oui, non, On par t'entend pas, alors je ne sais curiosité, pas pourquoi ton je micro regarde. est ouvert, mais on ne t'entend pas. Peut-être qu'il faudrait que toi, tu réactives les sons. Ça a déjà été fait, je Il pense, est mais ouvert. tout à l'heure déjà, et on ne l'entendait pas, donc c'est un Ou problème. alors c'est le son de l'écran qui est trop bas, qui est pas. Non, c'est bon. Ah, peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Non. OK. Je te l'entends, c'est que nous. Nous l'entendons, mais bon, T'avais apparemment, pas il y a un sélectionné souci la dans- sortie son, Jean-Philippe. Comment? T'as peut-être pas sélectionné la sortie son. Ils sont sur le Zoom, en fait. Sur le Zoom. Ouais, ah oui. Sortie son LG TV. Pour une fois, Perdu Jean-Claude. Je réessaye. Vous m'entendez? Non. en fait, ça marche maintenant. OK. Vous m'entendez? Non. Oui, oui, oui. OK, non, mais ça va. Ah, vous m'entendez? Oui, 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 oui. Plus ou moins. Ah, OK. Non, voilà, j'avais parlé des archives. Et Paul Wells, en 1993, écrivait: Si Auguste Le Serre pouvait nous rendre visite après 50 ans d'absence, quelles seraient ses réactions? Et donc, voilà, c'était simplement pour la petite histoire. Euh, je peux témoigner qu'à l'époque des études à Aix, Le Serre était en tout cas au menu des étudiants. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais c'était, oui, oui, on a hérité de pas mal de données. Donc, j'ai mis quelques titres sur le chat, euh, mais essentiellement dans la revue réformée. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Mais merci beaucoup pour l'éclairage historique et théologique, en fait, la perspective théologique des échanges franco-hollandais en théologie. C'était très, très instructif. Merci beaucoup. Dank u wel. Graag gedaan. Bien. Voilà, quelqu'un d'autre avant de conclure, hein? Apparemment pas. Donc voilà, Marinus, nous te remercions pour ton intervention. En fait, en plus, c'était courageux de donner un tel exposé en français. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de le publier dans la revue Réforme. Peu importe, il faut en parler. C'est qui est l'éditeur? C'est Et moi-même. Ah, c'est bien. On peut en discuter. Très bien, très bien. Ouais, je passerai toi des notes et tout. Ouais, merci pour l'occasion. Voilà, merci beaucoup. Ok.